Bonjour à tous et bienvenue dans la newsroom d'Exalt. Je suis ravi aujourd'hui de pouvoir présenter, après avoir été invité. J'ai pris la place d'Arthur pour recevoir Pierre Jarijon. Bienvenue Bonjour. Pierre, bonjour. On est vraiment enchanté que tu aies pris le temps de venir dans nos locaux. Juste pour te présenter rapidement, tu es responsable de l'accélération IA au sein de la direction du digital de BPI France. On s'est connus un tout petit peu avant, à l'époque où tu avais d'autres fonctions. Et aujourd'hui, on a la chance de t'accompagner sur certaines de tes initiatives internes. Et on voulait avoir en fait ton avis sur les enjeux de l'IA au sein de BPI France, les leviers que vous activez et avoir un vrai retour d'expérience de ce que vous faites. En fait. En tout cas, bienvenue. Merci. Et peut-être pour commencer, je vais peut-être te laisser juste te présenter, voir un petit peu ton parcours, comment tu es arrivé sur la data, sur l'IA. Voilà, je te laisse te présenter. Très bien, donc bonjour, je m'appelle Pierre. Moi, l'IA, j'y suis arrivé un peu par hasard et un peu sans le savoir. D'un point de vue parcours académique, comme on dit, j'ai fait des maths au lycée, je pensais que j'étais bon, donc je suis allé faire des maths à la fac. Je me suis rendu compte que j'étais moins bon que ce que je pensais. Et fin un petit peu de l'histoire universitaire, mathématiques informatiques, ça s'appelait MAS, ce que j'avais fait. Et puis j'ai continué sur une école de commerce parce que je me suis dit finalement les maths, l'informatique, c'est peut-être pas trop pour moi. Je suis parti ensuite donc dans le conseil informatique, peut-être que tu connais un peu. Voilà. Et moi j'aimais beaucoup faire les entretiens avec mes consultants. Mais ce qui m'énervait, c'est qu'ils ratent l'entretien en me disant « Mais moi, je pourrais la faire, cette mission. » Et donc, ça m'a travaillé. Et puis, je suis passé de l'autre côté de la barrière, pas dans le conseil, mais en interne, où je me suis retrouvé à être un petit peu en maîtrise d'ouvrage sur tous les sujets numériques et relations clients. J'avais été commercial, j'avais une appétence pour la tech. Et donc, finalement, tous les sujets autour de CRM, sites connectés, reporting, c'était un petit peu ma marque de fabrique. Et je me suis retrouvé dans plusieurs entreprises à être en charge du CRM, donc, et notamment chez BPI France. Et régulièrement, des entreprises venaient m'expliquer, tu sais, l'intelligence artificielle, c'est génial. Et moi, je trouvais ça pas génial du tout. On parle de machine learning à l'époque. Je disais, ça coûte vachement cher, vos trucs. Et puis ça fait le même job que des statistiques avancées. Parce que quand on fait du CRM, on a besoin de beaucoup de données, beaucoup de reporting. Et avec un petit bagage en mathématiques, finalement, on se dit, on peut y arriver très bien. C'était pas encore au niveau à l'époque pour te convaincre. Ça existait, mais franchement, autant dans le retail, peut-être que c'était déjà utile, autant en B2B, le machine learning, c'était pas si waouh, je trouve. Et donc j'étais assez critique de l'IA. Et puis arrive novembre 2022, ChatGPT, je regarde un petit peu, je dis, c'est pas mal ce truc. Puis je commence à imaginer des choses. Et puis le CRM de BPI France à l'époque, c'est Microsoft Dynamics. Et je me souviens d'avoir lu que la boîte qui fait ChatGPT, OpenAI, très peu connue à l'époque, aurait un lien avec Microsoft. Microsoft veut me voir pour, j'imagine, me vendre des licences. Je dis, moi, je veux bien que vous veniez, mais je voudrais que vous m'expliquiez ce que vous faites avec cette petite boîte-là qu'on commence à voir apparaître un peu. Et j'ai dû demander au bon moment parce qu'ils avaient quelqu'un pour répondre. Et donc, là, ça a été un peu une claque. Je me suis dit, OK, ça va changer fort, ça va changer vite. Et je pense qu'on n'est pas prêt. Donc, on a décidé... j'ai remonté l'information en disant ça va tanguer, faut qu'on s'adapte. Et ça m'intéresse. Pas prêt, c'était sur quel aspect ? En fait, la démocratisation ultra rapide. L'IA, on en faisait chez BPI France, mais c'était pour quelques directions sur des sujets type risque, marketing, et ainsi de suite. C'était l'époque du big data. Exactement. Avec de l'analyse NLP. Tout à fait. Donc ça, on savait le faire. Mais là, on parlait de ça va arriver partout, dans tous les process, dans tous les cas d'usage. Comment on s'organise d'un point de vue business, d'un point de vue tech, d'un point de vue réglementaire. Enfin, il y avait 1 million de trucs où je me disais ça va arriver, ça va être une vague. Donc là, tu es juste après la sortie de... On est janvier 2023. Donc GPT-3. Ouais, voilà, 5. 3.5. 3.5. Ouais. Et voilà, donc on décide de créer ce poste que j'ai. Et donc moi, je lâche un peu le CRM. Et puis là, je me dis, bon, il faut que je sois crédible. Je vais faire tous les MOOC et tous les e-learning qui traînent sur l'IA.
Et là, je me rends compte qu'en fait, c'est mes cours d'analyse en composantes principales, c'est mes cours d'informatique où je faisais des mimétismes de comportement humain avec des machines. Enfin, j'avais fait un projet, je me souviens, de simulation de l'alcoolémie. Tu faisais de la biomimétique à l'époque? Oui, un jeu à boire en fait. Ok. Je me souviens en un langage, je crois que c'était du Rex. Voilà, donc je me rends compte qu'en fait, l'IA, oui, il faut être. Je prétends pas être un expert en IA parce que il y a un niveau d'abstraction et de compétences que j'ai pas, mais je comprends à peu près. C'est à peu près la filière que j'aurais pu faire. Sûrement pas avec le même talent que d'autres, mais voilà. Donc en gros, je me rends dit, ok, je vois de quoi on parle, et c'est pour ça finalement, je reviens à ta question de départ. Comment je suis arrivé dans l'IA? Un peu trop sans savoir, et aujourd'hui, finalement, dans la continuité de ce que j'ai toujours fait. Ok. Un peu de curiosité Exactement. et une volonté de transformer. Comment, justement, donc là, tu arrives, on crée en fait ce département, ce poste. Comment vous avez structuré votre stratégie? En fait, vous dites, il y a beaucoup de clients qui vont pas forcément sur le customer facing tout de suite. On pense plutôt à la productivité, à l'expérience employée. Alors, Comment vous avez articulé votre stratégie? euh, on- je vais répondre de façon temporelle. On est en 2023. Donc déjà, notre première stratégie, c'est de dire buzz ou pas buzz. Ouais. Donc, on organise un tour de tous les directeurs de l'entreprise de BPI France pour que leur présenter voilà ce qu'est l'IA générative, voilà ce qu'on pense que ça peut faire. Vous, directeur, marketing, commercial, machin, comment ça vous fait réagir? Est-ce que vous vous sentez concerné? La réponse a été 100%. Oui, je pense que je suis concerné. Dans quelle mesure, je ne sais pas encore, il faudrait qu'on creuse et tout ça, mais je suis concerné. Donc, ok, c'est pas du buzz. C'est quoi? Parce que tu avais peur de l'effet un peu blockchain où à un moment donné, on s'est dit que ça allait totalement changer le métier de la banque et ça prend encore des Ça prend années encore à un peu de bouger. temps. C'était un peu ça votre crainte? On Pas voulait partir au mauvais moment s'assurer en fait. que ce soit pas un truc techno où on trouve que c'est super beau, mais que finalement, Il y a ça un rend. usage. Ok. Ouais, mais là, tous les métiers, euh, que ce soit les métiers commerciaux ou les métiers support, tout le monde dit je suis concerné. Ok. Ensuite, on a fait le même exercice avec cybersécurité, RH, juridique, conformité. Et eux, unanime, tout est dangereux. Parce qu'on est dans des environnements où on aime contrôler le risque. On a l'habitude de solutions informatiques, j'ai envie de dire binaires. Hein. Ça marche pas. Bien sûr. Et on passe avec l'IA générative sur quelque chose où on est plutôt sur de l'ordre du statistique. Ça marche très bien souvent. Mais de temps en temps, ça peut faire des trucs un peu bizarres. Surtout à l'époque. Aujourd'hui, c'est mieux contrôlé. Et donc, on se dit, OK, on a une très forte opportunité. On a des warnings très forts de nos équipes que j'appelle régaliennes. Comment on se lance? Et donc, on s'est lancé avec une vision de dire pas d'IA en production pour le moment, mais de l'IA en expérimentation. Il faut qu'on monte en expertise et en compétences en expérimentant des choses. Et on met en place un process d'encadrement de ces expérimentations. On avait un process historique qu'on appelait d'open innovation. On innovait avec des partenaires. Et on s'est dit, en fait, ce process, il est pas mal parce qu'il y a déjà toutes les parties prenantes de l'entreprise qui sont présentes. Il y a vraiment cette approche holistique d'avoir des gens du juridique, de l'éthique, de la conformité, du métier, de la tech. Et faisons évoluer ce process pour accueillir toutes nos expérimentations d'IA. Donc, zéro IA en prod au début. Et puis, au fur et à mesure où on s'est senti à l'aise, on s'est senti fort, on a rencontré des problèmes, on a pu commencer à aller vers de l'industrialisation plus classique, comme toute entreprise fait quand elle veut déployer des solutions informatiques, qu'elle les développe elle-même ou qu'elle les achète. Intéressant, cette première étape d'expérimentation, tu mets qui dedans en fait? Tu as tous les métiers qui sont intégrés dedans. Comment vous avez sélectionné vos use cases? Alors, c'est rigolo parce que c'est plus du tout le cas aujourd'hui, mais quand on dit qui veut faire une expérimentation d'IA, tout le monde lève la main. Quand on dit va falloir consacrer un peu de temps et d'énergie pour nous expliquer ce que vous voulez faire, relire et tout ça, tout d'un coup il y a beaucoup moins de monde. Voilà, donc déjà finalement au début c'était pas si compliqué de prioriser. Parce qu'une fois qu'on avait filtré ceux qui disaient je veux faire un truc mais que je suis pas disponible, finalement il n'y avait pas tant de monde que ça. Et ça nous a aussi permis de se rendre compte, on a tous fait, je pense, moi j'ai 150 cas d'usage, moi j'ai 200 cas d'usage, moi j'ai 300 cas d'usage. Et on a fait un exercice avec une personne de mon équipe, on s'est dit, attends, on va prendre un peu de hauteur.
Tout le monde dit qu'il a un cas d'usage différent, mais en fait, finalement, il y en a qu'un. Il y en a combien? Et on s'est rendu compte qu'on en avait 9, 10 qui étaient reboutiqués un peu différemment, mais quand on prend un peu de hauteur, c'est à peu près toujours la même chose. C'est trouver une information dans une base documentaire pour répondre à un client, c'est agréger de l'information pour faire une note de synthèse, c'est etc., etc., etc. Donc finalement, on s'est dit, bon, maintenant, il faut qu'on choisisse quelques cas d'usage, et l'idée, c'est qu'on puisse passer ensuite la balle aux équipes tech classiques pour qu'on industrialise ça et qu'on le décline métier par métier. Est-ce que vous avez à un moment donné, il y a eu un cas d'usage qui a été un moment d'épiphanie chez BPI France en disant « Ah ok, tout le monde comprend la valeur tout de suite » ou il n'y a pas eu ce... Il y a eu un cas d'usage en fait, qui vous a marqué, en fait, qui a marqué un moment où les gens ont fait un effet un peu waouh, ou ça a été plus progressif que ça? C'est plus progressif, pour de vrai, oui. Il y a l'effet waouh naturel qu'on a tous à chaque sortie de nouveau modèle. On dit, ah, c'est extraordinaire. Mais non, ça a été plus des petites victoires régulières. Moi, je me souviens, le premier cas d'usage qu'on a vraiment industrialisé, il est très malin, parce qu'il est extrêmement simple, extrêmement utile, et pas risqué. C'est ça qui a aussi aidé. On a une activité de création d'entreprise, d'aide à la création d'entreprise, et où les gens déposent un dossier. Et on rencontrait une problématique, c'est que quand ils expliquent ce qu'ils font, certains ne le font pas très bien. Et donc, on avait un peu de mal à analyser le projet et à les orienter vers les bonnes solutions et les bonnes personnes. Et en fait, on a juste rajouté, en dessous du champ où les gens expliquent leur projet, une petite fenêtre où il y a un modèle d'IA, à différentes époques, il y a eu du GPT, maintenant il y a autre chose, pose des questions. On ne dit pas quoi écrire, on dit juste qu'est-ce que tu essayes de dire. Genre, je veux ouvrir un magasin de vélo, d'accord, mais à la vente ou à la location? Tu restructures le discours. Voilà, mais alors pour du touristique, à l'année, machin. On ne dit jamais quoi faire, on fait juste poser des questions. Et la personne décide ou non de répondre et donc d'améliorer la compréhension de son dossier. Et en gros, il y a un prompt, tu es là pour challenger la proposition de l'utilisateur et lui demander de plus de précision pour que le truc soit cohérent. Mais je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai c'est un des use cases que je trouve intéressant quand les gens font de la conformité ou de l'audit, c'est qu'en finalement tu transformes un acte d'audit en un acte de conseil grâce à l'outil. De questionnement finalement. De questionnement qui enrichit en fait la personne qui est confrontée. Tu enlèves un côté parfois un peu bureaucratique, je trouve, en apportant une vraie valeur conseil. Et voilà, et pas avec le risque de dire attention, on a dit un truc de faux. Parce que c'était ça aussi à l'époque. On parle de fin 2023. C'est très tôt, en effet. Oui, c'est pour ça, c'était l'usage malin de l'époque en se disant mais ça, il n'y a pas tant de risque que ça. Alors aussi, il y a eu un risque, c'est quand le modèle est tombé, parce que dans le cloud dans lequel on avait, et puis il n'y avait pas d'alternative. Ah oui, c'est vrai. Il n'y avait qu'un modèle qui marchait bien à l'époque, et donc tout d'un coup, pendant quelques jours, ça marche plus. C'est vrai que tu as des gros enjeux de continuité de service et de résilience dans ton domaine. Oui, et on était en expérimentation, donc c'était très intéressant, comme j'ai dit, c'est comme ça qu'on apprend. On sait que soit on ne le met pas sur un process critique, soit si on le met sur un process critique, il faut qu'il y ait de la redondance, qui peut proposer cette redondance, etc. etc. Tu me parlais de ton modèle d'expérimentation, c'est que nous, on a travaillé un petit peu là-dessus, mais on a surtout travaillé sur un énorme chantier qui tournait autour de l'humain. C'est-à-dire, en effet, je pense que c'est un parti pris que tu as dû prendre de se dire que ce n'est pas un problème technologique, c'est avant tout un problématique en fait, qu'il faut adresser avec les humains. Et j'ai l'impression que par rapport à ce que je vois, en tout cas dans l'écosystème dans lequel j'évolue, j'ai l'impression que vous êtes très très en avance sur cet aspect acculturation, manager, collaborateurs. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment justement tu as traité ce sujet finalement de transformation et de conduite du changement plus humain? Oui. Alors déjà, on ne fait pas de la conduite du changement pour le plaisir, même si c'est très intéressant de le faire, mais il y a une idée derrière, il y a une volonté. Comme tu disais, je suis à la direction du digital. Le vrai nom de cette direction, c'est la direction de la transformation digitale. Mais tout le monde dit le digital. Et donc, en fait, on est sur de la transformation digitale. Et donc, la conviction qu'on a, c'est que nous, dans notre petite tour d'ivoire, avec les directeurs, on peut apporter une vision un peu stratégique, nos priorités à 5 ans, blablabla. Et c'est indispensable, il faut le faire.
Mais finalement, la transformation réelle des process métiers, elle ne viendra pas de nous, elle viendra des métiers. Et donc, il faut que les métiers eux-mêmes s'emparent du sujet. Pour qu'ils s'emparent du sujet, il faut qu'ils le comprennent. Et donc, cette acculturation formation, que ce soit des opérationnels ou des managers, elle est indispensable pour préparer le coup d'après, qui est la transformation profonde de leur process métier. Ouais. Ce n'est pas nous qui allons imposer la transformation de leur process métier, c'est eux-mêmes. Je caricature, ils sont dans leur chat GPT-like, ils l'utilisent un petit peu aujourd'hui en efficacité opérationnelle personnelle, puis ça va commencer à les travailler en disant mais attends, je pourrais pas transformer ça, ça et ça, et ils vont pouvoir aller voir nos équipes tech, DSI et autres, et leur dire en fait l'outil historique d'instruction du dossier c'est fini, moi je veux un truc qui fait comme ça et comme ça, parce que je sais que c'est possible, parce que je pratique un peu, donc je suis convaincu que c'est la bonne direction. Okay. Donc la conduite du changement pour moi elle est indispensable pour la transformation. Alors, en fait, si je résume ma compréhension, tu penses que finalement, c'est une technologie avec sa capacité de communication en langage naturel fait que c'est pas une transformation prédictive, c'est une transformation émergente. Et donc, tu rends en fait les conditions de l'émergence en acculturant les gens en fait à l'usage pour justement faire émerger les meilleurs usages au bon moment. En fait, c'est un peu ça. C'est exactement ça. Mais après, c'est pas binaire. Hein. Je ne remets pas en cause la responsabilité de l'équipe managériale de porter une vision. Oui. Il faut qu'il y ait les deux. Il faut que le top management donne un cap, mais que ce cap, on puisse l'adapter en fonction des retours terrain. Oui, mais je pense que tu as raison, les deux sont ultra importants parce que finalement, avec toutes les annonces qu'on a, je trouve, dans les news, on est plutôt dans un monde un peu chaotique où il y a un effet de sidération sur les collaborateurs parce qu'ils se disent ça évolue tellement rapidement que tout ce que je fais aujourd'hui est inutile demain. Ouais. Donc avoir une vision de se dire, même si elle n'est pas forcément vraie, se dire nous on pense qu'il faut aller dans telle direction, ça aligne les imaginaires et je trouve que ça met les gens en mouvement également. En fait. Donc, exactement. Et après, eux-mêmes peuvent challenger la direction de la vision en disant c'est bien gentil ce que tu nous dis, Pierre, mais moi, quand j'utilise Copilot, le chat, Gemini, je vois pas ce que tu dis. J'ai d'autres idées, mais là, tu génères de l'émergence. En fait. Voilà. C'est quoi les leviers en fait, que tu as testés, parce que j'imagine que tu as acculturé les managers, tu as acculturé les métiers, parmi l'ensemble des leviers qui ont permis justement de créer ces conditions de la transformation, qu'est-ce que tu as testé, qu'est-ce qui marche bien en fait, qu'est-ce que tu pourrais conseiller peut-être à d'autres de nos clients en fait, sur ces leviers de transfo? Plusieurs choses. Déjà, il faut donner accès à tout le monde. Okay. Ça, je pense que c'est indispensable parce que sur 100 collaborateurs, tu ne sais pas ceux qui finalement vont se révéler avec ça et d'autres où tu diras lui c'est un geek qui va adorer, en fait il n'a pas le temps, c'est pas son truc et ainsi de suite. Donc il ne faut pas préjuger de qui seront les early adopters de ces outils d'IA. Donc il faut trouver le moyen d'équiper tout le monde. C'est pas simple, il y a des budgets, il y a de la formation, mais voilà, je pense que ça c'est la première chose. La deuxième chose à faire, c'est de fournir des exemples. Je vais peut-être me faire taper en rentrant, mais oui, il faut expliquer ce que c'est que l'IA, oui, il faut expliquer les risques, oui, il faut expliquer les biais, etc., etc. Tout ça est indispensable. Mais si je ne leur montre pas de vrais exemples qui leur sont utiles pour eux, ils vont me dire, très bien, la formation est obligatoire, je la fais. Mais il faut qu'ils se reconnaissent en se disant, tiens, ce qu'il m'a montré, c'est utile pour moi au quotidien. Je vais creuser, ça m'intéresse. Et on peut le faire en ce qu'on a appelé productivité diffuse, bureautique, organisation de réunions. C'est ce qui est le plus simple. Et en fait, ça, c'est le socle commun de tout collaborateur d'une entreprise, quel que soit son métier. Mais très vite, une fois qu'on lui a dit fais-moi un compte-rendu de la réunion, propose-moi 3 idées pour la soirée de Noël, on est vite un peu sec si on ne va pas sur les verticaux métiers. Et pour aller sur les verticaux métiers et dire en tant que commercial,
Je dois aller voir telle entreprise, aide-moi à préparer la réunion, sachant que nanana. Ça s'invente pas. Il faut connaître le métier. Mm. Et donc, il faut qu'on trouve des relais. Et donc, il faut trouver, alors, on appelle ça des ambassadeurs, des champions, des pilotes, ce qu'on veut, mais il faut co-construire avec ces friendly qu'on peut avoir dans les directions métiers, des exemples, des parcours qui vont pouvoir parler à leurs collègues du même métier. Ok. C'est vraiment ça, c'est ce côté, on parlait avant je faisais beaucoup de gestion de la relation client, la conduite du changement sur les CRM, on sait que c'est pas évident, et quand est-ce que ça marche, c'est quand on arrive en formation et qu'on leur dit des choses, on dit ah oui, ça c'est mon quotidien, Mm. ah oui, ça oui j'ai ce problème, ah oui. Tout Voilà. d'un coup, la connexion se Ouais, fait, voilà. je comprends l'utilité. Et même si l'ergonomie de Salesforce, Microsoft et compagnie n'est pas parfaite, je vais faire l'effort parce que je vois mon intérêt. Non mais je vois bien, c'est ultra intéressant parce que c'est vrai que en même temps, tu fournis les moyens, la connaissance, mais tu vois que pour passer à l'action, il faut donner un premier exemple pour passer à Qui l'action. parle. Et une fois que tu as déclenché ça, ce que j'aime bien, c'est que, tu as repéré potentiellement tes futurs champions qui ont émergé, tu vois, et qui ne sont pas forcément dans la hiérarchie, ou pas ceux qu'on pourrait identifier par l'analytique. Je pense que tu as aussi réduit le niveau d'anxiété de beaucoup de personnes, parce que nous, on le constate, c'est dès que tu commences à toucher, à coexister un peu avec la machine à toucher, je trouve que tous les fantasmes de se faire remplacer souvent diminuent, parce que tu vois quand même qu'il y a quand même beaucoup de limites aujourd'hui à ce jeune stagiaire qui débute sa carrière, qui sont nos assistants. Et après, tu as fait une sorte de gouvernance, c'est ça, pour identifier des cas métiers et peut-être réalimenter ta phase d'expérimentation. Oui, et l'idée, c'est de ne pas réinventer la roue. Chez BPI France, on a ce qu'on appelle des pilotes digitaux qui existent depuis des années. On a des correspondants informatiques. On a une approche lean management avec une démarche d'amélioration continue où il y a des animateurs du changement locaux. Enfin, on a déjà beaucoup de choses qui nous permettent de communiquer et interagir avec différentes directions à différents niveaux, opérationnels comme managérial. Donc, on essaye de s'appuyer et de ne pas réinventer la roue. Et ça reste qu'un outil. Finalement, en fait, on le reconsidère comme c'est un outil extraordinaire, mais ça reste qu'un outil qu'on redéploie avec des approches un peu plus poussées parce qu'on voit que ça génère des différents types d'anxiété et de résistance. Ouais. Oui, mais je nuance, c'est un outil de plus, mais qui va avoir des conséquences très différentes des autres outils d'avant. Parce que c'est pas juste, voilà, maintenant tu as accès à Internet. Ouais. Non, là, ça va quand même changer un peu ta façon de travailler, voire beaucoup. Peut-être pas tout de suite, c'est la fameuse citation qu'on attribue à Bill Gates. Les évolutions technologiques, on surestime leur impact à court terme, on les sous-estime à long terme. Je ne sais même pas si c'est lui qui a dit ça, mais... Je connais la citation, mais je ne sais pas si elle est apocryphe ou pas. Voilà. Mais l'idée est bien là, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on se fait peut-être trop d'idées sur ce que ça va apporter dans les 3 à 6 mois, mais sur le long terme, non, ça va vraiment transformer de façon profonde les façons de travailler, les finalités de travail, enfin, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Tu parlais de justement s'appuyer sur les réseaux classiques de transformation que tu peux avoir. Est-ce que tu as eu des actions particulières pour les managers qui, souvent dans les rôles de transformation, on essaie de les mettre en rôle modèle, potentiellement on essaye de réduire un peu plus, leur donner peut-être un coup d'avance pour qu'ils puissent justement réinspirer leurs équipes. Est-ce que tu as eu des leviers spécifiques pour les managers ou c'était pas nécessaire? Alors, on a des leviers spécifiques pour les managers, notamment pour le top management. Puisqu'on reste une organisation quand même assez hiérarchisée. Et s'il y a un moment, il n'y a pas le management qui dit « les gars, c'est la priorité », les gars et les filles, on n'embarquera que les déjà convaincus. Les autres, ils diront « j'ai pas le temps ». C'est pas ma priorité, j'ai d'autres choses à faire. Donc, embarquer le management est indispensable. Comment on embarque le management? Il y a 2 choses. Oui, il y a l'exemplarité, mais en fait, un manager, il n'a pas le même métier qu'un opérationnel. Et donc, ce n'est pas les mêmes usages. Et on galère un peu plus sur ça parce qu'ils veulent tous leur jumeau numérique. Genre, j'ai pas le temps de déplier mes mails, j'ai pas le temps de trouver une réunion et ainsi de suite. Si l'IA pouvait faire ça, ce serait génial. Non, aujourd'hui, en tout cas, on n'y arrive pas encore. Moi, j'ai un jumeau numérique que je teste avec un truc low-code. Il n'est pas mauvais, mais
c'est pas vraiment encore un jumeau, quoi. Il m'aide, mais je peux pas lui déléguer des choses. Il peut pas répondre à ma place, il peut pas trouver des créneaux pour les gens qui veulent me voir, etc., etc. Donc, sur certains aspects du métier de manager, il y a des trucs spécifiques à mettre en place qui sont aujourd'hui pas encore complètement secs. Et eux, au contraire, ils font pas de compte-rendu de réunion, ils font pas d'analyse de dossier, etc., etc. Et donc, les cas d'usage des opérationnels, finalement, ce sont pas les cas d'usage de manager. Donc, oui, il faut le faire, mais il y a quand même un truc où on n'arrive pas complètement à transformer l'essai. Ouais, moi, je t'en parlais parce que moi, en tant que manager, j'ai changé, ça a transformé ma relation et mon niveau de délégation. C'est-à-dire que avant, il est vrai que j'avais pas l'IA, donc j'avais des idées. Je faisais des réunions pour transmettre ces idées à mes collaborateurs, co-construire des solutions avec eux. J'ai l'impression qu'avec l'IA, de plus en plus, j'arrive avec une version assez aboutie en fait de ma vision, limite bokeh. Challengé par ton IA challengé par 3 IA, plus avec une interface pour montrer la vision d'Anno Banada qui m'a fait des schémas. Et en fait, je commence plus à itérer sur un produit final avec mes collaborateurs que à leur transmettre des tâches. Ouais. Donc, alors, nous, on a quelques managers qui commencent à faire ça. C'est une minorité. Okay. D'ailleurs, on organise une formation en janvier pour le top 200 de l'entreprise. En gros, les 5% des collaborateurs les plus managers. Et ça fait partie des choses qu'on veut leur proposer. C'est de commencer à faire ce travail de challenge mon idée, aide-moi à trouver les angles morts, etc., etc. Nous, on a la chance d'avoir 2 consultants, Isis et Patrice, qui travaillent avec toi pour t'aider en fait à déployer cette vision, à transformer l'organisation. C'est quoi les qualités qu'il faut pour mener ce type de projet en fait? Qu'est-ce que tu vois? Pourquoi tu les as sélectionnés? Qu'est-ce que tu vois chez eux en fait qui fait la différence au quotidien dans ton équipe? Alors globalement, pour déjà travailler chez BPI France, faut avoir une forte capacité de travail et une tendance au multitasking importante. Donc ça, c'est globalement, pas que sur la conduite du changement et la transformation. Comme j'aime à dire, on a le BPI France, c'est banque publique d'investissement. On est une entreprise privée avec un actionnaire public. Et donc, on a le meilleur du public et le meilleur du privé. Mais on pourrait aussi dire qu'on a le pire du public et le pire du privé. Donc, c'est exigeant de travailler chez BPI France en termes de volumétrie de travail, d'implication et ainsi de suite. Donc ça, il y a déjà ça, quoi qu'il arrive. Mais ce qu'il faut, je pense, sur un sujet, comme tu le disais, qui peut être anxiogène, où on n'a pas toutes les réponses, il faut être solaire et transparent. Ouais, au sens, on y va, ça va bien se passer. Il faut incarner la transformation. La passion pour le sujet, tout en étant responsable et transparent. Pas en cachant les problèmes, mais en disant c'est pas parce qu'il y a des trucs qui marchent pas ou des trucs qui sont pas clairs où j'ai pas l'information qu'on n'avance pas, on avance. Donc voilà, il y a vraiment ce côté-là, on avance. Tous les jours, tout le monde nous explique que c'est compliqué, qu'ils n'ont pas le temps, que c'est dangereux, que ça coûte cher, que ceci, que cela. On n'a que des messages comme ça et ils sont nécessaires, ces messages. Donc il y a une espèce un peu de leadership pour se dire, et leadership d'opinion. Donc, nous, c'est toujours relancer, toujours repartir pour que justement, ça avance. Mesurer, la culture de la mesure, indispensable. Je fais un truc, est-ce que c'est utile, est-ce que ça marche, et ainsi de suite. J'ai l'impression qu'en discutant, moi, avec les exaltés qui travaillent pour toi, il y a quand même beaucoup de temps, tu as accordé aussi beaucoup de temps à l'accompagnement, à l'échange, pour amener les gens à passer à l'action. J'ai l'impression qu'il y a un aspect accompagnement, patience, pédagogie qui est ultra important aussi. Avec les exaltés ou avec nos utilisateurs? Avec vos utilisateurs. non, mais je dis, c'est que tu as accordé du temps à tes utilisateurs justement pour vraiment les faire passer à l'action. Je vois beaucoup d'ateliers, je vois beaucoup de conférences, je vois beaucoup de leviers en fait, que ça soit communicationnel, organisationnel, qui sont déclenchés en fait chez toi. C'est pas que moi, c'est toute l'entreprise. J'ai la chance en gros d'être soutenu dans cette démarche. On nous donne du temps, on nous donne des moyens parce que l'entreprise est convaincue que c'est pas une passe, l'IA, que ça va vraiment transformer profondément. Et ça, c'est aussi un autre truc sur lequel j'ai la conviction. Il faut pas trop former à une technologie.
formé à Copilot, à ChatGPT, à Oh, Gemini, à Le Chat et tout ça. Moi, je ne sais pas vous dire ce qui passera dans 3 mois, 6 mois, donc plutôt c'est un sur les bon, choses qui sont communes à toutes ces technologies, c'est là où il faut consacrer, je pense, du temps et de l'énergie. mais c'est un bon retour d'expérience que moi, avec mon profil ingé Mm. et techno-optimiste, forcément, j'ai tellement utilisé l'IA que je comprenais pas très bien. Vu que c'est une technologie, il suffit de lui demander pour obtenir la réponse. En termes de conduite du changement, je me suis dit, c'est très simple. Il y a juste à demander la Ouais. technologie pour avancer. Et c'est important que tu fasses ce retour d'expérience, que non, ça nécessite quand même beaucoup d'accompagnement pour faire passer à l'action. En fait. Mais exactement, et puis surtout, moi je me souviens, avec ces sujets d'IA, le rapport au temps est complètement biaisé, mais c'est pas grave. J'ai l'impression de parler de quelque chose d'il y a très longtemps, Oui, alors que je vais te parler d'il y a 1 an. Comment on expliquait comment il fallait prompter il y a 1 an. Ou alors il faut dire un contexte, un rôle, un objectif, des contraintes. Très bien. Après sont arrivés les modèles de raisonnement, et Ouais. où en fait finalement, plus tu lui donnais d'informations, plus la qualité de la réponse pouvait baisser. Donc maintenant, il faut dire, faut pas trop en mettre, mais un petit peu, et ainsi de suite. Et là, je suis tombé sur un article. Il y a quelqu'un, il dit, moi, je lui donne plus de tâches à faire. Ok. Euh, genre, je prends un article de presse où je veux qu'il fasse une synthèse, je lui donne l'article et je lui dis rien. D'accord. Je prends mon transcript de réunion, je lui donne le transcript, je lui dis rien. Et il dit, et étonnamment, ça marche pas mal. Ça fait ce que j'attendais, sans que j'explique. Alors, Et c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on soit très modeste sur comment on utilise ces outils, parce que ça bouge tout le temps. Donc, essayons d'être assez généralistes, en disant, d'une façon générale, les IA génératives, on peut les utiliser comme ça, et voilà. non, en effet, c'est vraiment l'acculturation, la coexistence. Est-ce que, au-delà de la compétence tu vois, d'interaction avec l'outil, tu as développé d'autres types de formations plus soft skills? Parce que la plupart du temps, on se dit il faut qu'on reste complémentaire par rapport à cet outil-là, il faut qu'on redéveloppe notre esprit critique, il faut qu'on redéveloppe notre créativité. Est-ce que c'est déjà des chantiers que tu as activés ou des chantiers que Oui, tu c'est. penses planifier plus Alors, tard? encore une fois, c'est pas que moi, hein. Mm. Comme je l'ai dit, on travaille vraiment de façon holistique. Et aujourd'hui, j'ai notre direction juridique, de la conformité, de la sécurité qui disent il faut qu'on renforce ces parties-là, notamment parce que c'est obligatoire dans le cadre du règlement européen sur l'IA, mais également parce qu'on pense que c'est indispensable qu'on ait des collaborateurs qui soient formés à comprendre les problèmes de biais, à comprendre les problèmes de qualité de données, d'automatisation, etc., etc. Ok, je vois que le temps avance. Je voulais quand même te faire parler en fait d'un sujet qui est plutôt la partie technologique. Ouais. BPI France, par votre nature d'activité, en fait, vous soutenez vraiment l'ensemble de l'écosystème. Mistral, d'autres startups. Comment vous, en interne, vous faites le choix en fait des technologies? Est-ce que vous vous sentez comme un explorateur et vous testez les autres technologies dans lesquelles vous investissez? Est-ce que vous élargissez un petit peu le scope? Comment vous choisissez les outils en fait sur lesquels vous allez faire des expérimentations et ceux que vous déployez auprès de vos collaborateurs? Alors, c'est la question piège. Ah mince, Non, pardon. non, mais il n'y a pas de problème. Encore une fois, je tiens à dire, c'est pas parce qu'on est actionnaire d'une entreprise qu'on utilise cette solution. Ce serait plutôt un mélange des genres qui serait pas bien vu. Donc, c'est pire d'ailleurs, c'est plus compliqué de travailler avec une solution Ouais. dont on est actionnaire. Parce qu'on doit prouver en interne qu'on n'a pas pris la solution pour des raisons autres que c'est la bonne solution pour le bon usage. Donc non, c'est dommage, mais on est obligé de remplir de la paperasse pour justifier que... Ah, c'est bien. voilà. Voilà. Donc il n'y a pas de ça, côté jugé parti, en tout cas, sur non, les technologies. au contraire, c'est limite plus une contrainte. Voilà, donc ça c'était la première question, c'est on n'utilise pas des solutions parce qu'on est banquier, entre guillemets, de l'entreprise. La deuxième chose, c'est comment on fait ses choix. On a un équilibre à trouver entre pragmatisme et souveraineté. Je ne vais pas parler trop de souveraineté parce que je pense que tout le monde en entend parler tous les jours là, depuis 6 mois, depuis janvier 2025 pour être précis. 20 janvier, je crois, l'arrivée de Donald Trump. Voilà, mais en gros, on se dit les choses, c'est ça. Hein, c'est le risque opérationnel est passé derrière le risque géostratégique.
Et donc aujourd'hui, là où on disait il faut la solution la plus opérationnelle, maintenant on se dit ouais, mais si on se fâche avec l'Amérique du Nord, comment on fait? Donc il faut trouver cet équilibre. Et on n'est pas mauvais, je trouve, là-dessus. C'est qu'on est pragmatique, on utilise des solutions nord-américaines et on utilise des solutions européennes et françaises. Et il y a un équilibre à trouver. Quand il y a une solution américaine qui marche bien et qu'il n'y a pas d'alternative en Europe, ben on prend la solution américaine. Quand il y a des solutions françaises qui commencent à être pas mal et à essayer de faire la compétition avec les GAFAM, ben on regarde si on ne pourrait pas travailler avec elles aussi. C'est secret ou tu peux nous en dire quelques mots sur ton écosystème interne en fait? Tu déploies c'est pas secret. Pour faire simple, il y a... on va parler outils au sens SaaS. Okay. On va pas parler LLM, cloud, voilà. Ma conviction, c'est qu'on a besoin de 2 solutions. Une solution mainstream, type ChatGPT, on se dit les choses, assez simple, ouvert à l'ensemble des collaborateurs, qu'on peut brancher assez rapidement à notre messagerie, à notre calendrier, sur des bases de connaissances, à quelques bases de connaissances, et voilà. Et là, en gros, on peut regarder, il y a Microsoft Copilot, il y a, j'oublie comment ça s'appelle. Du Dust ou du... Non, c'est pas... Ouais, il y a du ChatGPT Pro et il y a Mistral le chat entreprise, pour faire simple. Mistral le chat entreprise, on regarde de très près. On regarde est-ce que c'est possible, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est au niveau. Ça semble en plus être leur business model. Voilà, donc ça c'est peut-être des choses qui pourraient arriver bientôt. Ça se discute, ça se négocie, ça se met en concurrence, etc. etc. Ensuite, il y a la deuxième chose qui est ce que j'appelle l'agentique low-code. Là, c'est plutôt pour ce que j'appelle des pionniers ou des geeks, on appelle ça comme on veut, mais c'est quelque chose de beaucoup plus souple, un peu moins contrôlé d'ailleurs, et donc pas forcément facile d'accès, mais qui permet de prouver qu'un enchaînement d'agents peut répondre à un besoin. Ce ne sera pas forcément la façon dont on l'industrialisera à l'échelle, mais lui, dans son coin, il a réussi à dire j'ai un premier agent qui récupère le document, un deuxième agent qui interroge le web, un troisième agent... C'est un mix entre agentique, workflow... Exactement. C'est une espèce de boîte à outils low-code, parce que je veux pas que ce soit pour les tocs. Ce que peut faire un N8N... Alors voilà, on a un débat sur N8N, parce que moi je disais N8N c'est du workflow, et on m'a dit non, ils font aussi des agents. Je dis bon, regardons. Mais voilà, l'idée c'est qu'on ait les deux en fait. Et Dust, ça fait partie des solutions qu'on regarde, mais comme d'autres, il y a Prism AI, ça c'est pour les Français, mais ensuite il y a Stack AI, il y a Make, il y en a plein. Voilà. Il y a 2 ans, j'annonçais la fin du low-code, et maintenant tu as une start-up française dans laquelle vous investissez qui s'appelle Mindflow, que je regarde également. Ouais. Non, mais voilà, très fortement. Non, mais c'est pour ça. Voilà, donc pour moi, l'équilibre de les outils du quotidien des non-tech, c'est un chat GPT-like et un low-code agentique. Et mon point, c'est que je l'ai essayé de le conceptualiser avec une pyramide de Maslow adaptée à l'IA. En gros, avant, il n'y avait que quelques besoins qu'un collaborateur classique pouvait traiter lui-même. C'est vraiment, je pose une requête dans un chat GPT, j'ai ma réponse, ça marche pas. Mais si j'ai besoin d'aller plus loin, d'un truc un peu plus compliqué, tout de suite, je préviens la DSI, je sollicite les équipes tech. Et vu qu'elles ont déjà beaucoup de choses à traiter, ma demande, je ne suis pas sûr de l'avoir un jour. Et ça se trouve, quand je l'aurai, j'aurai plus de besoin. Avec ce low-code agentique, l'idée, c'est que la DSI peut se consacrer à proposer des connecteurs et de la data, et laisser les utilisateurs métiers faire des choses par eux-mêmes beaucoup plus profondément, pour se concentrer que sur les quelques projets qu'on ne peut pas faire en low-code agentique et qui nécessitent d'être traités de façon industrielle. Donc en gros, c'est redonner de la liberté aux métiers et permettre aux équipes tech de se concentrer sur ce qui est vraiment compliqué. C'est la vision que j'ai. C'est pour ça que... Non, mais c'est intéressant parce qu'en effet, ça a toujours... Enfin, il y a eu pas mal de programmes de transformation qu'on essayait de mener comme ça sur justement exposer de la donnée et redonner du pouvoir aux métiers et de l'autonomie aux métiers. Et donc finalement, ce que je comprends, c'est que tu leur donnes la compétence pour pouvoir prototyper en agentique low-tech et
la DSI fournit de la donnée et va faire peut-être le dernier kilomètre. Parce que moi, je prototype sur N8N pour ajouter la sécurité, la conformité, la résilience et surtout superviser mon agentique. En tant que métier, j'ai pas envie de le faire. Bien sûr. Donc en fait, c'est ce type de service. En fait, tu repousses un petit peu de compétences technologiques chez les métiers. En fait. Voilà. Et avec en parallèle la DSI qui avance beaucoup sur ce qu'on appelle notre socle IA, dans lequel il va y avoir toutes ces fonctionnalités de surveillance, sécurisation, etc., etc. Pour moi, en gros, l'agentique low-code, c'est pour expérimenter, pour l'usage ponctuel pour quelques utilisateurs. Ou pour spécifier, en fait. Pour spécifier, voilà. Mais dès qu'on va commencer à avoir du volume et des exigences opérationnelles, il faut passer la balle, je pense, pour le moment en tout cas, aux équipes tech. Et c'est intéressant parce qu'avec l'ensemble des transformations, pour rendre les entreprises adaptables, on a fait des transformations agiles, on essaie justement, finalement tout le travail qu'on fait, c'est essayer de réduire les circuits de communication et de décision entre les métiers et la tech. Et finalement, ce que tu dis, c'est que on va peut-être avoir une DSI en fait vraiment fourniture de services très forts, un peu comme une plateforme. Et finalement, on va réintégrer un peu des profils tech et des profils métiers potentiellement directement dans les métiers pour prototyper. Non, je vais trop loin. Pour prototyper et envoyer vers la DSI. Ça peut être un projet d'entreprise, c'est pas celui de BPI France aujourd'hui. La DSI, pour la nommer, elle est dans les projets métiers, clairement. Elle est interlocutrice des directeurs métiers en disant « Ok, on va faire ça ensemble » et ainsi de suite. Mais la pizza team, la feature team et tout ça, tout le monde se cherche encore là-dessus. Je pense que ça va bouger. En fait, le truc, c'est qu'avec l'IA, on voit que ça peut totalement bouger parce que le coût de transaction entre le métier et la DSI va être réduit grâce à l'agent. Donc, mais bon, c'est peut-être un autre débat qu'on aura dans un autre podcast. Pourquoi pas. Mais voilà, parce qu'on entend beaucoup de choses là, sur essayer de recréer ces équipes où il y a toutes les compétences. Mais je ne suis pas sûr que ça va se passer comme ça. Ouais. Je pense que c'est plus... on a fait le proto, on montre que le proto marche et il faut juste le reprendre parce qu'il n'est pas aux normes professionnelles qu'on peut attendre d'une entreprise. Moi, en tout cas, ma conviction, et c'est comme ça que je prépare les compétences des consultants Exal du futur, c'est que je pense qu'on va pouvoir avoir des organisations différentes en fonction de la complexité des sujets. Typiquement, je pense que pour les sujets les plus complexes, où il faut de la réactivité, du B2C, avec des enjeux marchés très forts, on aura encore ces équipes cross-fonctionnelles. Et de l'autre côté, je suis persuadé qu'on peut revenir, je vais citer un énorme gros mot, mais à des équipes un peu plus MOA, MOE, sachant que ce qui nous coûtait cher dans la transaction entre les deux avant sera réduit par l'agent, en fait. Et donc, on aura une capacité de prototypage très très fort en MOA, on ira jusqu'au code, limite, et ce code sera industrialisé dans une équipe MOE pour les sujets les plus simples. On le voit déjà, aujourd'hui, Canva produit du code. Oui, donc, et le langage qu'on va parler demain, c'est le code, en fait, même entre les métiers. Bon, je vois qu'on avance dans le temps. Je voulais peut-être... Aujourd'hui, là, tu as une transformation en cours, tu as déjà des premiers résultats. Comment tu vois à peu près le futur ? Très difficile, hein, tu m'as dit. Est-ce que tu as quand même une vision de là où tu vas emmener BPI France demain, tu t'as dit aujourd'hui, on a préparé, on a augmenté en productivité, on a augmenté en qualité, on a acculturé les gens. C'est quoi la prochaine étape de la transformation, selon vous ? Je l'ai un peu dit, mais je précise. Pour moi, il y a deux temporalités. Aujourd'hui, tout le monde va chercher finalement de l'automatisation et des gains opérationnels. On ne va pas se mentir. On prend un process, on ne le transforme pas, on l'améliore grâce à de l'IA générative. Mais l'étape suivante, c'est on transforme nos process. C'est vraiment se dire, on avait un process en 15 étapes. Grâce à l'IA générative, j'ai automatisé les étapes 5 à 12. Mais... Comme je disais, une fois qu'on a des métiers qui sont compétents sur l'IA, eux, ils sont... j'en ai pas parlé, mais eux, ils sont sachants sur ce qu'on fait. Ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui savent comment on fait les choses et pas tant qui savent pourquoi on fait les choses. Intéressant. Et en fait, ce dont on a besoin, c'est les pourquoi on fait les choses. Parce que eux, ils s'en fichent du process, finalement. Le process, il sert l'objectif. Et il y a beaucoup de gens, finalement, on les a pas embarqués là-dessus. On leur a pas expliqué le pourquoi. On leur a expliqué le comment, mais pas assez le pourquoi. Et ceux-là, ils ont beaucoup de mal à transformer un process. Donc, en fait, il faut qu'on trouve les sachants du pourquoi il y a ce process,
Ah, mais ça, c'est parce que pour s'assurer qu'en fait, on n'a pas prêté 2 fois à la même personne. Ah, d'accord. Et dans ces cas-là, une fois qu'on a bien compris ça, on peut réinventer un process IA natif. Euh, Sans ça, on va juste améliorer le process. Et donc, il faut gérer ces 2 temporalités. On va gagner de l'opérationnel actuellement, et demain, on transforme complètement nos process. D'où le rôle du manager, en fait, de redonner de la vision. Finalement, en fait, Ouais. tous les soft skills, leadership, vision, le pourquoi avant le comment, vont vraiment redevenir, enfin, c'est déjà le cas, mais c'est criant maintenant, ça a vraiment des éléments ultra différenciateurs par rapport à avant. Exactement. Et là, on reste que dans l'entreprise, c'est-à-dire toute chose égale par ailleurs. Par elle-même, par ailleurs. Parce qu'en fait, aussi, le monde change. Ouais. Et donc, finalement, là où nous, on avait des métiers, peut-être que nos métiers vont être disruptés. Et donc, comment on transforme même notre offre, notre proposition? Est-ce qu'on a besoin toujours d'une banque publique d'investissement? C'est quoi ces métiers? Non, mais c'est pas forcément les mêmes qu'aujourd'hui. Tout à fait. Donc voilà, donc ça, c'est très intéressant. C'est qu'il faut aussi qu'on soit suffisamment sans dette technologique pour pouvoir bouger vite en fonction de comment le marché va évoluer. Et ça, c'est un gros travail qu'on fait en interne. On commence à avoir des succès. Tout le monde parle du protocole MCP, avec les serveurs MCP. On commence à avoir nos données suffisamment exposées et prêtes pour pouvoir être consommées par ce genre de serveur. On a d'ailleurs une expérimentation très intéressante en cours côté DSI. Ça fait des années qu'ils travaillent à faire un graphe des données d'entreprise, base type Neo4j, tout ça, et avec des nœuds, des poids, tout ça. Ouais. Et on s'est rendu compte que même sans couche sémantique, un LLM de haut niveau est capable de comprendre et de se déplacer dans le graphe. Ok. Et on peut lui poser une question, qu'est-ce qu'on a fait avec Exalt depuis les 3 dernières années? Et il va croiser les informations commerciales, les informations de gestion, les informations peut-être de contentieux, etc. Et il va faire, comme tout bon LLM, une analyse et une recommandation, et ainsi de suite. Et on se dit que ça peut aller super vite, ce genre de choses, derrière. On est au tout début. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as posé, finalement, tu as un terrain fructueux aujourd'hui pour favoriser la transformation, et tu vois que tu gères tout ce qui est dette technique, dette organisationnelle, pour préparer, en fait, où Exactement. BPI France, comme toute organisation, va certainement devenir plus des plateformes sur certains services qu'ils avaient, développer son écosystème, se reconnecter. Donc, est-ce qu'on sera une plateforme ou est-ce qu'on sera consommé par les plateformes? C'est le débat aussi que tout le monde se pose. Mais voilà, et donc cette souplesse, cette agilité, elle se prépare en purgeant sa dette, comme tu dis, organisationnelle et technologique. Il faut qu'on soit API first, AI ready, avec des data propres, exposées, des process clairs. Et c'est tout un travail, en fait. Donc il faut pas attendre. C'est maintenant qu'on le fait pour être prêt pour quand ça va bouger fortement. Bon, je ne vais pas te prendre trop de temps. J'ai juste 2 dernières questions. Ouais. Une question plus personnelle. Toi, qu'est-ce que ça a changé, en fait, dans ta manière de travailler, ta manière de vivre? Comment ça t'a impacté, toi, en fait, à titre personnel, tous ces outils, en fait? Tu es plus isolé, tu travailles plus, tu communiques plus. C'est une bonne question. Je travaille beaucoup. Tu travaillais déjà beaucoup avant, donc c'est difficile de faire plus. Non, mais à titre personnel, j'ai un tic maintenant. Dès que je me pose une question, je la pose à un chat GPT ou consort. Ah, t'itères en permanence. Ouais, et je teste et je teste. D'ailleurs, j'ai fait un test très intéressant, un petit peu fun fact pour la fin, sur attention à quel modèle on utilise. Je les ai tous, j'utilisais DeepSeek, et je lui disais, tiens, j'ai lu un article dans le Courrier International, il y a un conflit entre la Thaïlande et le Cambodge. Et je lui dis, explique-moi quel a été l'élément déclencheur de ce conflit, et un peu ce que veulent les belligérants. Il commence à me faire une réponse. La phrase était vraiment celle-là. La Chine respecte les frontières territoriales de tous les pays. Okay. Et donc je réponds à DeepSeek. On peut commencer par une évidence. C'est pas la question. Je t'ai jamais parlé de la Chine. Pourquoi tu me parles de la Chine? Ah oui, excusez-moi. Donc voilà, ce tic de toujours poser des questions à des IA diverses, je pense que des fois c'est pas très utile, mais ça me permet d'avoir aussi ce feeling que après je peux essayer de transformer en ah oui, mais les modèles open source chinois ils sont super.
Non, déjà ils sont open way, ils sont pas open source, et ils sont pas si super parce que si Ouais. sur des sujets comme ça, ils commencent à me donner une vision du monde qui n'est pas neutre, même quand je vais lui demander est-ce qu'il faut investir dans l'entreprise A ou dans l'entreprise B dans un environnement professionnel, imaginons que l'entreprise A elle ait un lien avec un pays comme Taïwan, il risque que ma stratégie d'investissement pourrait être faussée professionnellement. Donc en fait c'est super intéressant de faire cette bascule permanente en je teste pour moi dans des usages perso et je fais l'exercice de me dire et professionnellement ça pourrait apporter quoi. Oui, mais je pense que c'est un bon conseil de se dire tester tout avec un esprit critique parce que ça donne quand même une bonne connaissance des biais et une meilleure connaissance en fait des outils qu'on utilise, que ça reste des outils un peu biaisés. Et j'essaye de faire la même chose avec ChatGPT mais j'ai pas réussi à le coincer pour le moment. Je te donnerai quelques questions. Il a quelques petits biais idéologiques aussi. Ça m'intéresse. De plus en plus. Je pense que plus ils sont exposés et plus finalement les modèles deviennent un peu biaisés. Pour clôturer, peut-être, si j'ai beaucoup de clients en fait qui se posent des questions sur comment y aller, qui ont des grosses contraintes de conformité. Je les rassure, nous aussi. Si tu avais juste quelque chose qu'il faut absolument faire, quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire, un petit conseil pour clôturer, en fait, histoire de bien démarrer en fait, sa transformation. Est-ce qu'il y aurait des choses que tu voudrais partager ? Avec les équipes type juridique, cybersécurité, conformité, ma conviction, c'est qu'au début, on est très éloigné parce qu'on ne se comprend pas. En discutant, on se rapproche beaucoup. Mais à un moment, on a tous raison. Moi, j'ai raison en disant il faut y aller, il faut innover, c'est maintenant, il ne faut pas attendre. Eux, ils ont raison en disant oui, mais c'est dangereux, c'est risqué, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, c'est un sujet de leadership d'entreprise, de direction générale, et il faut accepter un risque ou ne pas l'accepter. Mais les équipes elles-mêmes ne pourront pas s'en sortir s'il n'y a pas un leadership fort de la direction générale qui dit merci pour ces éclairages, je comprends le risque, je comprends l'intérêt, et je décide d'y aller, de ne pas y aller. Ça, c'est propre à chaque entreprise. Mais au bout d'un moment, il faut trancher. Les équipes, avec la meilleure volonté du monde, au bout d'un moment, ne peuvent pas être d'accord sur tout. Il faut des choix. Je partage totalement. Et de temps en temps, ça va dans mon sens, et de temps en temps, ça va dans l'autre sens. Moi, j'ai la chance d'être au COMEX d'Exalt. Et c'est vrai que l'échange qu'on a eu, j'étais peut-être un peu vulgaire, mais je lui ai dit, sur 2026, je veux vraiment tester, et vraiment en mode co-construction avec mes employés, des sujets éthiques qui vont être un peu complexes à arbitrer, parce que des relations entre managers et collaborateurs, il y a plein de sujets, des enjeux éthiques qu'il faut qu'on adresse. Et c'est vrai que je leur ai dit, on va serrer les fesses pendant un an. C'est un peu vulgaire. Mais c'est ça. Mais je pense qu'il faut le faire, en effet. Il y a des choix et des acceptations du risque à prendre. Et je pense que si on veut réussir ces enjeux éthiques qui vont transformer quand même les relations en fait, managériales en entreprise, ton approche est la bonne. C'est vraiment là, c'est une sorte de co-construction, d'émergence. En fait, on donne la capacité à chacun en fait, de contribuer à cette transformation. Oui, l'idée c'est que l'IA doit être comprise par toute l'entreprise. Il faut qu'il y ait des juristes experts de l'IA, des comptables experts de l'IA, des commerciaux experts de l'IA, parce que c'est la somme de toutes ces expertises qui permet de prendre des décisions éclairées. Écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps et avec grand plaisir pour te recevoir très prochainement parce que ça va tellement vite pour voir justement l'évolution de la transformation et encore bravo pour ce que vous faites chez BPI France parce que je trouve que dans l'écosystème, vous montrez quand même bien la voie en fait et vous testez bien en avance dans des contextes complexes. Donc il y a quand même beaucoup de choses à apprendre de vous et ça fait aussi partie de votre rôle. Donc merci de le faire en tout cas. Merci beaucoup et puis merci à Exalt de nous accompagner là-dessus. Grand plaisir. À très vite. Merci.